Je vais donner la solution du problème 36 du chapitre 13. Le numéro 36, ça illustre une façon de se désintégrer qui est semblable à la désintégration bêta plus lorsqu'on a un proton qui se transforme en neutron. On va peut-être lire le problème, la mise en situation, puis ensuite on va regarder la désintégration elle-même. Alors on nous dit la scintigraphie est une méthode d'observation médicale durant laquelle on injecte dans le sang un élément radioactif dont on observe le rayonnement lorsqu'il se trouve dans certains organes. On en avait parlé en cours. À cette fin, on injecte 3 par 10 exposant 13 noyaux de thallium 201 chez un patient devant passer un examen du cœur. Alors le thallium 201 a une masse atomique de tant, alors on nous la donne ici, et se transforme par capture électronique en mercure 201 dont la masse atomique est donnée ici. On nous donne aussi la demi-vie du thallium, environ 73 heures. J'ai écrit l'équation de la capture électronique ici. Alors qu'est-ce qui arrive dans une capture électronique? C'est que le nombre de protons diminue de 1 parce que un des protons se transforme en neutron. Vous voyez d'ailleurs que le nombre de masses n'a pas changé. On a 201 dans les deux cas. Mais normalement, quand on a ça, un proton qui se transforme en neutron, on a aussi un positron qui est émis à ce moment-là. Mais dans la capture électronique, ce qui arrive, c'est que l'atome, le thallium dans ce cas-là, va plutôt capturer un de ces électrons. Donc cet atome-là, lorsqu'il est neutre, il a quand même 81 électrons. Il va donc capturer un de ces électrons et, et à ce moment-là, il y a un de ces protons qui va pouvoir se transformer en neutron. Donc, on arrive ici avec 80 protons uniquement. Il y a aussi un neutrino qui est créé dans ce processus-là. Par contre, il faut faire attention au nombre d'électrons. On avait 81 électrons ici au départ dans notre atome neutre et il y en a un qui est parti justement parce qu'il est rentré dans le noyau. Donc, il en reste 80. Alors, ça veut dire que le mercure qui va être formé va avoir 80 électrons. Donc, en fait, ça va être un atome neutre. Alors, ça veut dire que quand on va utiliser les masses atomiques tout à l'heure pour calculer euh, l'énergie libérée, bien, on n'aura pas besoin de soustraire ou d'additionner des électrons parce que les deux atomes sont des atomes neutres dans ce cas-là. Alors justement, pour calculer l'énergie, puisque c'est la question qu'on nous pose, quelle est l'énergie totale qui va être émise par la désintégration? Alors on va commencer par déterminer l'énergie d'une désintégration, donc un noyau comme on a ici. Alors on calcule la différence de masse, donc entre avant et après. Alors avant, on avait notre thallium, alors 200,97080 unités de masse atomique. Et après, on a notre mercure, 200,970285. On n'a pas besoin de tenir compte du neutrino. Et comme je l'ai mentionné tantôt, nos deux atomes sont neutres de chaque côté, donc on n'a pas besoin d'additionner ou soustraire des électrons. Alors, la différence de masse donne 0,000515 unités de masse atomique. Et si on calcule l'énergie, alors delta M fois C carré, on va prendre 0,000515 fois 931,5, donc mégaélectronvolts par unité de masse atomique. Et ça va nous donner des mégaélectronvolts. Alors la réponse donne 0,48 mégaélectronvolts. Alors ça, c'est l'énergie qui est libérée dans une désintégration d'un noyau. Puis, ils nous disent que dans le patient, on va injecter 3 par 10 exposant 13 noyaux. Alors, chaque noyau qui va se désintégrer va émettre cette énergie-là. Donc, l'énergie totale, tiens, je pourrais l'écrire comme ça, l'énergie totale libérée, ben, ça va être le nombre de noyaux fois, on pourrait l'appeler N0, fois l'énergie de chaque noyau. Alors, 3 par 10 exposant 13 noyaux fois 0,48. Là, il me demande d'exprimer la réponse en joules. Alors ici, d'abord, j'ai des mégaélectronvolts, donc par 10 à la 6 électronvolts. Et puis ensuite, pour avoir des joules, bien, il faut multiplier par la charge de l'électron, 1,6 fois 10 à la moins 19. Alors au total, ça donne 2,30 joules d'énergie libérée. Ça, bien sûr, c'est lorsque l'échantillon va être désintégré au complet.
À la question B, je vais le faire ici, on nous demande quelle est la masse de thallium-201 contenue dans l'injection. On peut prendre tout simplement le nombre de noyaux fois la masse atomique qu'on nous donne. Ça va nous donner bien sûr des unités de masse atomique, mais on pourra le convertir. Donc, dans le fond, on avait 3 par 10 exposant 13 noyaux. Chaque noyau avait une masse de, donc le thallium, il est ici. Je vais arrondir un peu, là, on n'a plus besoin d'être si précis quand on n'a pas des calculs d'énergie. Alors, je vais prendre 200,97. Alors, une masse de 200,97 unités de masse atomique. Et donc, ça, c'est des U. Puis, je vais multiplier par une unité de masse atomique en kilos. Donc, c'est-à-dire 1,66 fois 10 exposant moins 27 kg par unité de masse atomique. Donc, ça va me donner une masse en kilogrammes. Alors, ça donne 9,65 fois 10 exposant moins 12 kg. C'est une toute petite masse. On se serait peut-être attendu à avoir une plus grosse masse que ça, mais en fait, 10 exposant 13 noyaux, ça paraît beaucoup, mais c'est très peu. Une mole, c'est 10 exposant 23. Donc, en fait, on a vraiment une très petite quantité. Alors, 9,65 fois 10 à la moins 12 kg. Dans le livre à la fin, ils disent 9,65 nanogrammes. C'est effectivement des nanogrammes qu'on a, parce qu'on a 10 exposant moins 12, mais kilogrammes. Alors en fait, c'est 10 exposant moins 9 grammes, ou donc 9,65 nanogrammes. À la question C, qui est ici, on nous dit si le corps absorbe 1% du rayonnement émis, quelle est la dose équivalente pour un patient de 62 kg? Alors, pour la question C, la dose équivalente, c'est d'abord la dose fois le facteur de pondération radiologique. Pour le facteur de pondération radiologique, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il ne nous mentionne pas lequel prendre ni rien. Et quand on regarde la désintégration, on a notre thallium qui devient le mercure plus un neutrino. Fait que dans le fond, l'énergie qui est produite, il y a une grande partie de cette énergie-là qui va aller en énergie cinétique au neutrino. Le mercure, comme il est beaucoup plus gros, le noyau de mercure, il ne va pas avoir une proportion importante de l'énergie cinétique. Mais le neutrino, lui, il réagit avec rien. Donc, il va juste partir, puis il ne va jamais même être absorbé par le corps. Alors, ce qu'ils ne nous disent pas là-dedans, c'est qu'en fait, le noyau de mercure, il va pas nécessairement être à son niveau le plus bas, à son niveau fondamental lorsqu'il va être produit. Et en fait, souvent, il va être à des niveaux supérieurs. On parle des niveaux nucléaires et non pas des niveaux électroniques. Et le mercure va donc garder une partie d'énergie pour être sur des niveaux supérieurs et il va redescendre en émettant des rayons X. C'est des rayons X dans ce cas-ci qui sont émis parce qu'ils sont peu énergétiques, ils ne sont pas dans le domaine des gamma. Donc en fait, ils ne nous disent pas ça. Là, il faudrait, on nous laisse un peu à deviner tout ça dans ce problème-là. Là. Il faudrait qu'on nous mentionne quand même que dans le fond, c'est des rayons X qui sont émis par le noyau de mercure pour des rayons X. Ici, je suis dans le volume à la page 495. Là, les facteurs de pondération sont donnés ici. Pour des photons, c'est 1 en fait. Donc, pour nous, on va prendre ce facteur-là. Puisque les rayons X, c'est des photons, c'est de la lumière. Donc, on va avoir un facteur radiologique de 1. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que dans notre calcul ici, le WR, dans le fond, il va tout simplement s'en aller. Donc, on va calculer D, la dose. Et la dose, bien, c'est l'énergie qui est absorbée par le patient sur sa masse. Alors, dans notre cas ici, pour l'énergie, alors on a calculé tantôt qu'on avait une énergie totale de 2,30 joules de dégagé, donc 2,30 joules, et 1% seulement de ça qui va être absorbé, donc 0,01, et la masse du patient est de 62 kg. Donc, ça va nous faire une dose de 0,00037 et ça donne des sievert à ce moment-là. Ou encore, on pourrait aussi répondre 0,37 millisievert en fait, puisqu'on a quand même 3 zéros ici. Là.
Alors 0,37 millisievert. Il nous reste la question D. Après combien de temps l'activité de l'échantillon injecté aurait-elle diminué à 1% de l'activité initiale? Donc, pour celle-là, on va y aller avec notre formule de l'activité. On a R égale R0E à la moins lambda T. Puis en fait, si je fais R sur R0, ça fait E à la moins lambda T. Bien, R sur R0, ça va être 1%, parce qu'ils veulent que l'activité soit diminuée à 1% de l'activité initiale. Alors, je peux dire que R sur R0, ça va être 0,01, 1%. Donc, on peut directement écrire ça. On n'a pas besoin d'aller remplacer R puis R0 dans le fond. On a juste 1% comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre le log des deux côtés. Donc, log de 0,01. Ça va donner moins lambda t de l'autre côté. Puis, pour savoir le temps, bien, je vais tout simplement envoyer le lambda de l'autre côté. Alors, je vais mettre mon signe moins ici, 0,01. Puis, j'envoie mon lambda au dénominateur. Et lambda, on sait que c'est log de 2 sur le temps de demi-vie. Donc, le temps de demi-vie va revenir ici en haut. Puis, le temps de demi-vie, je vais le laisser en heures simplement. Comme ça, la réponse que j'aurai sera en heures également. Alors, lorsqu'on prend le temps de demi-vie qui était donné en haut, c'était 72,9 heures, et qu'on fait ce calcul-là, ça nous donne un temps de 484 heures. Si on le met en jours, là, ça donne environ un petit peu plus que 20 jours, donc 20,2 jours en fait pour le temps pour 1%.